Imagine créer le meilleur film de l'histoire et entendre le monde te dire que c'est de la merde. Lors de la première de 2001, 241 personnes ont quitté la salle, y compris les propres dirigeants du studio. Mais ce n'était pas un cas isolé. Entre des réalisateurs ruinés, des bagarres pendant les projections et même une tentative d'incendie, l'histoire se répète. Parfois, l'art arrive trop tôt, et ce n'est que des décennies plus tard qu'il est compris. Si tu aimes le cinéma, n'oublie pas de t'abonner et de regarder le reste de mes vidéos. Et reste jusqu'à la fin, parce qu'avec les premières places, tu vas perdre foi en l'humanité. Sorti au pire moment possible et vendu comme quelque chose qu'il n'était pas, Donnie Darko a été un désastre absolu à sa sortie. Un film sur un adolescent perturbé, un lapin géant qui annonce la fin du monde et des accidents d'avion, juste quelques semaines après le 11 septembre. Voilà le destin de Donnie Darko. Le timing ne pouvait pas être plus catastrophique. La publicité a été retirée par souci de sensibilité sociale. Et le film a à peine rapporté 500 000 $ face à un budget de près de 5 millions. La critique l'a qualifié de prétentieux, et le public l'a tout simplement ignoré. Pourtant, un miracle s'est produit. Le bouche à oreille dans les vidéoclubs et ses séances de nuit à Londres l'ont sauvé de l'oubli. Ce qui a commencé comme un échec humiliant est devenu le film culte définitif, prouvant que parfois, le cinéma n'est pas fait pour l'instant, mais pour l'éternité. La première règle de Fight Club s'est appliquée pendant des années. Personne n'en parlait. Personne n'allait le voir. Le film a subi l'un des pires marketing de l'industrie. Fox n'a pas su vendre une œuvre aussi viscérale et sombre, et l'a promu comme un simple film de baston. Le résultat a été désastreux. Le public venu chercher de l'action est ressorti perplexe, et celui qui cherchait du cinéma d'auteur n'est jamais entré dans la salle. À sa sortie, il a été accueilli par des huées dans des festivals et la critique l'a traité de dangereux et de fasciste. Avec un budget de 63 millions $, il n'en a rapporté qu'à peine 37 aux États-Unis. Le temps, la VHS et le DVD ont fait le reste. Et aujourd'hui, vous savez très bien ce que c'est devenu. C'est difficile à croire, mais le film le plus vu de l'histoire du cinéma a été, à son époque, un gouffre financier qui a failli couler la Metro-Goldwyn-Mayer. Son tournage a été chaotique et ruineux pour l'époque, avec des changements constants de réalisateurs, des problèmes techniques et un processus qui a épuisé sa distribution. La Metro-Goldwyn-Mayer a investi une fortune et a mis plus d'une décennie à récupérer son argent. En 1939, ce n'était pas un événement, mais un film de plus au sein d'une année légendaire. Il a fallu attendre sa ressortie des années plus tard et ses diffusions répétées à la télévision pour que le monde comprenne qu'il avait affaire à un chef-d'œuvre. Le film qui a changé à jamais la violence au cinéma a été, à son époque, un scandale national. Les gens allaient au cinéma en s'attendant à un western classique de héros et de méchants, et ils se sont retrouvés face à un bain de sang sans précédent. La violence était si extrême et si réaliste que des dizaines de personnes ont fui la salle en vomissant, et les critiques les plus conservateurs ont exigé qu'on brûle la pellicule. Le film a été mutilé par la censure pour pouvoir être projeté, et il n'a pas récupéré son investissement initial. Mais cette violence qui a failli le détruire est précisément celle qui en fait aujourd'hui le western le plus influent de l'histoire, changeant à jamais la manière dont l'action est filmée à Hollywood. Sans la horde sauvage, le cinéma d'action moderne et des réalisateurs comme Scorsese ou Tarantino n'existerait tout simplement pas tel que nous le connaissons. L'une des plus grandes injustices de l'histoire moderne. Universal Pictures a exécuté ce film avant même qu'il ne naisse. Malgré certains des plans séquences les plus stupéfiants jamais filmés, des séquences d'action de 6 minutes, sans une seule coupe, étudiées aujourd'hui, l'équipe n'a pas su quoi en faire. Ils l'ont sorti en diffusion limitée, presque en secret, comme s'ils avaient honte de l'une des meilleures œuvres de science-fiction du siècle. Le résultat a été un vide absolu. À peine 70 millions $, de recettes, sans même couvrir son budget. Alfonso Cuarón a livré un chef-d'œuvre technique et socialement prophétique, mais le public de 2006 n'était tout simplement pas au rendez-vous. Le film est mort au cinéma pour renaître des années plus tard en vidéo, où le monde a enfin compris qu'il s'agissait d'un miracle cinématographique que Hollywood a failli enterrer. Personne ne savait quoi faire de The Big Lebowski. Ce n'était pas une comédie conventionnelle. Il n'y avait pas de vraie intrigue.
et son protagoniste semblait ne se soucier de rien, pas même du film dans lequel il se trouvait. À sa sortie, c'est la perplexité qui a dominé. Critique tiède, public froid et un box-office bien en dessous des attentes. Après le succès de Fargo, le monde s'attendait à un autre thriller criminel sérieux des frères Coen. Et à la place, il a eu un type en tongs, à la recherche d'un tapis volé. Personne n'a compris la blague, mais sans bruit, sans prix et sans épopée. Lebowski a commencé à grandir en marge. Des répliques répétées comme des mantras, des personnages devenus des mythes, et tout un style de vie né d'un tapis et d'un peignoir. Ça paraît impossible, mais quand Scarface est sorti, il a été traité comme une aberration. Trop violent, trop vulgaire, trop excessif. La critique l'a démoli sans pitié et l'a accusé de glorifier le crime, l'argent et la décadence morale. Pour beaucoup, c'était un cinéma irresponsable, voire dangereux. Au box-office, il a eu du mal à s'imposer et a été catalogué comme une provocation ratée. Personne n'a vu venir que cet échec deviendrait l'affiche obligatoire de chaque chambre, la bible esthétique du hip-hop, et l'un des films les plus influents et légendaires de tous les temps. C'est le conte de Noël définitif, le film qui nous fait pleurer chaque décembre. Et pourtant, en 1946, ce fut un échec si total qu'il a brisé son réalisateur. Le public, qui sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale, l'a trouvé trop sentimental et trop sombre. Mais le plus fou n'a pas été le box-office. Le FBI a ouvert un dossier sur le film. Il soupçonnait une propagande communiste dissimulée parce qu'il tentait de discréditer les banquiers et de glorifier l'homme ordinaire. Frank Capra, son réalisateur, a été anéanti de voir son chef-d'œuvre ignoré et qualifié de subversif. Le film a failli disparaître pour toujours, mais une erreur administrative dans les années 70 lui a fait perdre son copyright. Devenu gratuit, les chaînes de télévision ont commencé à le diffuser en boucle parce qu'il ne leur coûtait pas un centime. C'est cette faille juridique qui l'a sauvé de l'oubli, transformant un échec surveillé par le gouvernement en trésor le plus aimé de l'histoire du cinéma. Imagine consacrer plus de 10 ans de ta vie à créer le film définitif sur la mafia, pour qu'un studio le découpe en morceaux avant même que quelqu'un ne le voie. Sergio Leone a livré un chef-d'œuvre de presque 4 heures, mais aux États-Unis, les dirigeants ont paniqué. Ils ont décidé de le réduire à 2 heures et, pire encore, ils ont supprimé tous les flashbacks, réorganisant l'intrigue de façon linéaire. La critique l'a détruit et le public a fui les salles. Le film, qui devait être l'aboutissement de la carrière de Leone, a fini par devenir sa ruine émotionnelle. Le réalisateur est d'ailleurs mort quelques années plus tard, sans tourner un autre film, le cœur brisé par ce qu'ils ont fait à son œuvre. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque la version originale de 4 heures a été restaurée, que le monde a compris qu'il avait tenté d'enterrer l'un des plus grands films de l'histoire. Martin Scorsese traversait la période la plus sombre de sa vie, cloué dans un lit d'hôpital, à cause de sa dépendance aux drogues, lorsque Robert De Niro lui a proposé de filmer la vie du boxeur Jake LaMotta. Scorsese a accepté, parce qu'il pensait que ce serait son « Chant du cygne », son dernier film avant de se retirer. Il a tout donné dans un montage agressif et une photographie en noir et blanc impeccable, mais la sortie a été un choc. Le box-office a été médiocre et le public l'a rejetée, la trouvant trop violente et trop désagréable. Les gens voulaient voir Rocky, et ils sont tombés sur une tragédie shakespearienne sur l'autodestruction, l'ego et la masculinité. Pourtant, ce qui en 1980 était vu comme un portrait inconfortable est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le meilleur film des années 80 et l'un des sommets du cinéma mondial. Si tu cherches l'exemple ultime d'une société incapable de supporter de se regarder dans le miroir, c'est celui-là. En 1939, Jean Renoir a sorti une satire de l'aristocratie française au moment où l'ombre de la Seconde Guerre mondiale recouvrait l'Europe. La réaction a été violente. À la première à Paris, le public ne s'est pas contenté de huer. Des gens ont tenté d'incendier le cinéma. Un homme a même allumé un journal avec un briquet pour essayer de mettre le feu à la salle, en hurlant que le film était une insulte à la patrie. Pendant les bombardements, les négatifs originaux ont été détruits. Et pendant des années, on a cru le film perdu à jamais. Ce n'est que des décennies plus tard que des fragments ont été retrouvés dans des boîtes oubliées et qu'on a pu le reconstruire. Il est passé d'insultes nationales interdites à une place régulière sur le podium des plus grands films de l'histoire, aux côtés de Citizen Kane. Il y a des échecs qui coûtent de l'argent et d'autres qui détruisent une vie. En 1955, l'acteur Charles Laughton fait ses débuts de réalisateur
avec un cauchemar biblique sur le mal absolu, déguisé en conte pour enfants. La critique l'a qualifié de prétentieux, de confus et d'expérience ratée. Le public, lui, l'a complètement ignoré, laissant les salles vides. L'échec a été si dévastateur pour Laughton qu'il est tombé dans une profonde dépression et n'a plus jamais réalisé de film. Hollywood lui a brisé le cœur et a arraché au cinéma l'un de ses réalisateurs les plus prometteurs, après un seul essai. Il a fallu des décennies pour comprendre que cet échec était en réalité l'un des films les plus beaux, terrifiants et influents de tous les temps. Un miracle visuel qui, tristement, fut la tombe artistique de son créateur. Fritz Lang a créé le film le plus cher de l'histoire de son pays, a construit des villes futuristes colossales et a engagé 37 000 figurants pour que le monde lui dise qu'il avait fait de la merde. En 1927, le film a été un échec retentissant. Herbert George Wells, le père de la science-fiction, l'a appelé le film le plus stupide de la décennie, et la critique l'a jugé visuellement impressionnant mais vide et confus. Le rejet a été si grand que le studio l'a mutilé, coupant près d'une heure de métrage pour tenter de le rendre plus commercial, ce qui a seulement fait disparaître la version originale pendant des décennies. Metropolis a été un cadavre cinématographique jusqu'à ce que le temps lui donne raison. Tout ce qui est venu ensuite, de Blade Runner à Star Wars, lui doit son existence. Here's Johnny! C'est difficile à croire, mais celui qui est aujourd'hui considéré comme le film d'horreur le plus parfait de l'histoire a été accueilli avec un mépris total. Beaucoup ont pensé que Kubrick avait perdu la raison. Il ne faisait pas peur comme on l'attendait. Il n'expliquait pas ce qu'il devait expliquer. Et il massacrait le roman de Stephen King sans demander la permission. La critique a été dure. Le public est sorti déconcerté. Et King lui-même a renié le film publiquement. Pour un réalisateur habitué au respect absolu, ce fut un coup inattendu. Il a fallu une décennie pour que les théoriciens du cinéma réalisent que chaque cadre, chaque moquette et chaque coup de hache faisaient partie d'un labyrinthe mental parfait que 40 ans plus tard, nous essayons encore de déchiffrer. À l'été de 1982, le monde était amoureux de E.T. l'extraterrestre. Le public voulait des extraterrestres qui guérissaient avec le doigt et mangeaient des bonbons. À la place, John Carpenter leur a offert un cauchemar paranoïaque où l'alien était un parasite sanglant qui imitait les humains. La réaction a été une haine pure. L'échec a été si humiliant que Carpenter a perdu des contrats à plusieurs millions, a été évincé d'autres projets et est entré dans une phase de cynisme dont il ne s'est jamais totalement remis. Il a fallu 20 ans pour comprendre que cette merde était en réalité le film d'horreur le plus tendu et le plus parfait jamais filmé. Au début des années 80, Harrison Ford était le plus grand acteur de la planète. Juste après Star Wars et Indiana Jones, le public de 1982 est entré au cinéma en attendant une aventure spatiale pleine d'action, et en est ressorti avec une dépression existentielle. Lors des projections tests, beaucoup ont dit que le film était confus, et le studio a paniqué. Ils ont obligé Ford à enregistrer une voix off explicative pour que le spectateur n'ait pas à réfléchir. Ford détestait l'idée et l'a enregistrée sans la moindre conviction. Le mépris s'entend dans chaque phrase. Mais le coup final a été le dénouement. Les producteurs ont supprimé la fin ambiguë et ajouté une fin heureuse artificielle en utilisant des images écartées de The Shining de Kubrick. Oui, la fin de Blade Runner est faite avec des restes d'un autre film. Même comme ça n'a pas suffi. La critique l'a qualifié de pornographie visuelle sans âme. Et ce fut un échec au box-office. Des décennies plus tard, le verdict est unanime. C'est l'un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Ça ressemble à une blague de mauvais goût, mais le film que des réalisateurs comme Martin Scorsese citent aujourd'hui comme le meilleur de tous les temps a marqué le début de la fin pour Alfred Hitchcock. L'échec a été si humiliant que Hitchcock, personnellement, a accusé James Stewart d'être trop vieux pour le rôle et n'a plus jamais retravaillé avec son acteur fétiche. Il était tellement blessé qu'il a racheté les droits du film pour que personne ne puisse le voir, le retirant de la circulation pendant des décennies. Ce n'est qu'après la mort du réalisateur que le film a été libéré et restauré. C'est alors que le monde a découvert que cet échec ennuyeux était en réalité une étude psychologique profonde et dérangeante sur l'obsession. Le monde a mis 50 ans à se hisser au niveau de l'esprit d'Hitchcock. Si tu crois qu'à la première du meilleur film de tous les temps, il y a eu des ovations, tu te trompes complètement. Lors de la première à New York, 241 personnes ont quitté la salle avant la fin du film. Parmi elles, Rock Hudson en personne,
qui est sorti en criant « Quelqu'un peut me dire de quoi diable il s'agit ?» La critique a été impitoyable. On l'a qualifié de « désastre monumentalement ennuyeux », de film sans imagination et d'erreur aux proportions cosmiques. Personne ne comprenait pourquoi les 20 premières minutes n'avaient pas de dialogue, ou pourquoi la fin ressemblait à un trip d'acide incompréhensible. Le film était destiné à l'oubli commercial jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'inattendu. La culture hippie l'a sauvé. Les jeunes ont commencé à aller au cinéma en masse, défoncés, pour vivre les 20 dernières minutes comme une expérience religieuse. Spielberg et George Lucas ont commencé à le citer comme une source d'inspiration directe, et avec les décennies, on a fini par voir le génie. Aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. Il est considéré comme la plus grande œuvre jamais filmée, et reste insurpassable. Le film préféré de l'humanité, le numéro 1 sur IMDb, a été un échec absolu que personne ne voulait voir. Malgré des critiques brillantes et 7 nominations aux Oscars, Les Évadés n'a rapporté qu'à peine 16 millions de dollars, une somme ridicule qui ne couvrait même pas son budget. Le public n'y est tout simplement pas allé. La raison ? Un titre que personne ne comprenait et une affiche générique qui ne disait rien. Le film était destiné à mourir sur une étagère d'archives oubliées, mais un miracle technologique s'est produit. La VHS Warner Bros., dans une dernière tentative désespérée de récupérer un peu d'argent, a envoyé 320 000 cassettes aux vidéoclubs de tout le pays, une quantité massive pour un film qui avait échoué. Le bouche à oreille a fait le reste. Les gens ont commencé à le louer, à pleurer devant et à le recommander à leurs voisins. Il est passé des Échecs invisibles à film le plus loué de 1995, prouvant que c'est le public, et non le marketing d'un studio, qui décide quelles histoires sont immortelles. Il n'y a pas eu d'échec plus injuste, ni plus violent, que celui de Citizen Kane. En 1941, Orson Welles n'avait que 25 ans, et il avait créé un film qui réinventait le langage du cinéma. Montage, son, structure narrative, profondeur de champ. Mais le problème n'était pas artistique, il était politique. William Randolph Hearst, l'homme le plus puissant de la presse américaine et modèle évident du protagoniste, a déclaré la guerre au film. Il a utilisé ses journaux pour le boycotter, empêcher sa diffusion et le ridiculiser publiquement. Beaucoup de salles ont refusé de le projeter. Au box-office, ce fut un désastre. Et aux Oscars, il a été à peine reconnu. Pendant des années, Citizen Kane a été traité comme une rareté gênante, presque maudite. Ce n'est qu'avec le temps qu'on a compris l'ampleur du crime. Ce n'était pas seulement un grand film, c'était le film qui a tout changé. Aujourd'hui, il ne domine pas les classements par consensus, mais par évidence. Citizen Kane n'a pas échoué parce que le public s'est trompé. Il a échoué parce que le pouvoir ne pouvait pas se permettre qu'il existe. Après avoir repassé ses joyaux, une leçon reste claire. Le succès au box-office n'est pas synonyme de grandeur. On a vu des réalisateurs mourir en croyant avoir échoué, des studios mutiler des chefs-d'œuvre par peur du public, et des génies punis pour avoir dit des vérités dérangeantes. La prochaine fois qu'un film te dérange, te déroute, ou que tout le monde le déteste, rappelle-toi ceci. Ce n'est peut-être pas un mauvais film. C'est peut-être simplement que le monde n'est pas encore prêt pour lui. Abonne-toi, laisse ton avis en commentaire, et découvre le reste des vidéos de la chaîne. Ici, on ne laisse pas l'âme mourir.